Madame, Messieurs, bonjour. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricanist TV, votre chaîne de télévision. Et bien sûr, vous savez comment est-ce que vous pouvez nous retrouver. Vous n'avez qu'à liker nos pages Facebook, YouTube, Instagram, TikTok et tout de suite, vous aurez des notifications. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole Panafricaniste sur Panafricanist TV, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Notre interrogation du jour, géopolitique, USA Initiative, la nouvelle guerre de Washington contre les États africains pro-russes, c'est notre grande interrogation. Géopolitique, USA Initiative, la nouvelle guerre de Washington contre les États africains pro-russes. En tout cas, nous nous interrogeons ce matin. Eh bien, mesdames, messieurs, les États-Unis ont dévoilé, c'était le 8 août dernier, une refonte tous azimuts de leur politique en Afrique subsaharienne. Ils entendent contrer la présence russe et chinoise. Washington veut également développer notamment des approches non militaires contre le terrorisme. La véritable interrogation, c'est pourquoi? Pourquoi, justement, avoir pris cette initiative aujourd'hui? Il faut également préciser que cette nouvelle stratégie reconnaît l'importance démographique croissante de l'Afrique, son poids à l'ONU, tout comme ses immenses ressources naturelles et opportunités. Elle a été rendue publique au moment où le secrétaire d'État américain Anthony Blinken entreprenait une deuxième tournée africaine. Celle-ci l'a conduit en Afrique du Sud, en République démocratique du Congo et surtout au Rwanda. Selon les dernières informations sur ce sujet, cette réorientation intervient également alors que certains critiques affirment que l'accent mis par les États-Unis sur la lutte militaire contre les groupes extrémistes en Afrique n'a pas beaucoup porté ses fruits. Ça, il faut le préciser. Pouvait-elle d'ailleurs porter des fruits? Les États-Unis et l'Occident en général sont-ils sur le continent noir pour les Africains? En tout cas, c'est nous qui nous interrogeons. L'attention des États-Unis pour l'Afrique a souvent été reléguée au second plan et l'administration américaine espère changer de pied, nous dit-on. Un sommet américano-africain est d'ailleurs prévu le 13 septembre prochain. Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin. Géopolitique, USA Initiative, la nouvelle guerre de Washington contre les États africains pro-russes. En tout cas, c'est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatole ici. Il est le propriétaire de tous les dossiers, journaliste d'investigation et directeur de publication du journal Le Cactus. Albert Anatole ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Zelongo, ça fait très longtemps. C'est pas de votre faute, de ma faute, c'est peut-être aussi parce que j'ai eu quelques petits soucis de santé. Je n'ai donc pas été très présent sur notre plateau. Je dis bonjour aux millions de téléspectateurs. Je veux dire de toutes ces personnes, de toutes ces femmes, de tous ces hommes, ces jeunes, ces adultes qui nous regardent, qui nous suivent dans les diverses plateformes de Panafricanist TV. Ils ont mon salut ce matin. Je dis bonjour également à vous techniciens qui font un travail formidable et remarquable pour que nous soyons visibles. Je dis également bonjour à mes co-panélistes habituels qui sont les compagnons de combat. Ils sont également présents dans cette télévision qui est en gestation. Comme à mon habitude, je voudrais commencer par un coup de gueule. Mon coup de gueule, bien évidemment, ça va s'articuler comme d'habitude au fait que les satellites occidentaux ne voient jamais sur le continent africain, mais qui s'attellent à voir ce qui n'est pas visible, qui ne doit pas être vu par eux. Je voudrais ici parler des exactions qui sont commis par des mercenaires étrangers du côté à la fois de la Libye, du côté du Tigré en Éthiopie. Il y a des exactions qui sont inacceptables et qui sont le fait, n'est-ce pas, de la CIA, il faut le préciser. Et comme par hasard, Amnesty International n'a pas vu ces exactions. Et comme par hasard, Transparency International n'a pas vu ces exactions du tout. Human Rights Watch. Et comme par hasard, Human Rights Watch, justement, n'a pas vu ces exactions. En tout cas, merci pour votre invitation. J'espère seulement que vous allez déjà bien, Albert Anatole ici. Ça va bien, merci. Eh bien, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes alors. Jusqu'à preuve de contraire, nous avons un autre gros problème ce matin. Nous parlons de géopolitique. Cette fois-ci, les États-Unis nous ont pondu une nouvelle initiative surnommée USA Initiative. Eh bien, selon nos dernières informations, eh bien, c'est une nouvelle guerre de Washington contre les États africains pro-russes. Souvenez-vous, au début de l'opération militaire russe du côté de l'Ukraine, qui a été
accompagné par des multiples résolutions anti-russes par cette armada à la fois occidentale et pro-européenne contre la Russie. Beaucoup de pays africains ont choisi le non-alignement. Et par voie de conséquence, ils s'attendaient, je parle de ces criminels internationaux, occidentaux et européens, ils s'attendaient à ce qu'il y ait une condamnation, je veux dire qu'il y ait une déferlante de condamnation des États africains contre justement l'engagement russe du côté de l'Ukraine que Néné. Oui. Et ce qui a justement suscité, non pas seulement l'ire de l'Union européenne, mais également l'ire, n'est-ce pas, de celui qui est du côté de la Maison Blanche et qui a de plus en plus de pertes et qui est de plus en plus moins lucide. Il s'agit de M. Biden. Oui. Et il a donc suggéré, comme à son habitude, d'abord une loi qui devait sanctionner ces pays africains pro-russes. Et comme si cela ne suffisait pas, ils viennent donc justement d'engager, c'est-à-dire ils viennent encore de monter d'un cran à travers US Initiative, qui consiste donc justement à sanctionner ces pays, ces États africains, mais pas seulement, mais sur davantage des États africains, qui coopèrent avec la Russie, non seulement du point de vue militaire, oui, du point de vue commercial, et du point de vue diplomatique, entre autres. Donc il s'agit justement de durcir le ton, éventuellement de geler les avoirs de ces dirigeants-là, de ces hommes d'affaires-là, de ces opérateurs économiques, de ces journalistes-là, bref, de ces hommes politiques. C'est ce qu'il est question en d'autres termes. Washington, à travers sa Chambre des représentants, est en train de dire aux Africains que la démocratie, c'est-à-dire le libre choix, c'est un vain mot. C'est-à-dire que ce sont eux qui doivent désormais définir, orienter les choix des États africains vers les partenaires qui leur conviennent, qui les conviennent tant pour moi. C'est de ça qu'il est question. Donc, désormais, donc, nous sommes en droit, M. Ngoz, de décrier et davantage même de condamner cette fameuse démocratie qui nous est vantée, qui est la libre expression, le libre choix des communautés, le libre choix des populations, le libre choix des États, non seulement à disposer d'eux-mêmes, mais également qui va en violation de leur charte, je parle de la charte, n'est-ce pas, de l'ONU, qui permet, qui donne la liberté, n'est-ce pas, aux États de choisir le partenaire de leur convenance. C'est ça qu'il est question. Donc on reproche donc aux États africains d'avoir choisi le non-alignement, d'avoir choisi de faire des business avec la Russie, bien avant d'ailleurs l'Ukraine. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, un peu comme le disait l'autre, qui n'est pas avec nous et contre nous. Vous vous rappelez de la fameuse, de la fameuse citation, je parle de George Bush, qui n'est pas avec nous et contre nous. En d'autres termes, leurs ennemis deviennent nos ennemis. Oui. Ça ne peut pas être possible. Donc, je pense que nous avons donc de plus en plus d'arguments cohérents, objectifs, nécessaires, déterminants, pour davantage renforcer la lutte contre non seulement l'union de polarité géopolitique, contre l'impérialisme géopolitique et contre l'impérialisme tout court. Parce que là, l'argumentaire qui ne peut pas opposer ni à la Chine, ni à la Russie, ni aux autres, à la Turquie par exemple, est opposé aux États africains, en tout cas à certains États africains. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que l'Afrique, c'est le continent qui va en béquille, c'est le continent justement des sauvages, des indigènes, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas droit à la parole, qui n'ont pas droit au chapitre, n'est-ce pas, dans les décisions du monde. En ce moment-là, dira-t-on aujourd'hui que les États africains sont encore des États lorsque c'est les autres qui leur imposent justement leur façon de voir les choses? Votre question nous plonge directement, nous amène à convoquer la fameuse charte de l'impérialisme. C'est-à-dire que c'est eux qui doivent déterminer le choix.
Ils vous disent, vous parlez de la démocratie, n'est-ce pas? Des droits de l'homme, des droits humains, du droit international. Mais dans la pratique, c'est tout autre chose. Donc nous sommes là en plein dans la mise en musique, non seulement du Code noir, avec tout ce que cela comporte, mais également de la mise en application de la charte de l'impérialisme. J'ai l'habitude de convoquer très souvent le fameux protocole de Toronto, oui, avec cette fameuse commission trilatérale, où justement l'Afrique n'existait nulle part. Si oui, en tant que zone d'influence, en tant que continent pourvoyeur de matières premières, en tant que terrain d'expérimentation de toutes les iniquités que la Terre puisse s'imaginer. Donc, c'est de ça qu'il est question. Je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, nous avons encore à la tête de nos États certains dirigeants qui ne comprennent pas, qui sont avec eux. Notre lutte, lorsque je parle de notre lutte, lorsque je parle de notre, je parle des panafricanistes. La lutte des panafricanistes, c'est d'abord contre cet impérialisme-là, contre ces dictateurs de la pensée idéologique, contre ces crimes, mais surtout contre l'unipolarité géopolitique qui sont en train de nous éprouver. Malheureusement, c'est une dynamique irréversible. La guerre qui est menée en Ukraine, que Washington mène en Ukraine par procuration, vise justement à maintenir le monde entier dans l'unipolarité géopolitique, dans l'impérialisme géopolitique, dans l'impérialisme économique, c'est-à-dire dans une dynamique, non pas de, je veux dire, de convergence humaine, d'humanisme, mais beaucoup plus, et il n'y a pas que les Africains qui soient victimes, qui soient concernés, hein, contrairement à ce qu'on pense. Même les Européens, les Occidentaux sont concernés. Je parle des classes, des classes majoritaires. Parce que lorsqu'ils vous disent, il y a un certain narratif qui est justement mis en avant de ce côté-là, qui consiste à dire, à parler de nous. Lorsque Macron parle de nous, il faut qu'on sauve. Mais le nous, là, ça ne concerne pas les masses populaires. Le nous, là, ça concerne l'oligarchie dirigeante. C'est-à-dire, qui est sur le volet, c'est-à-dire le capital. C'est ça qu'il est question. Le nous, là, ça concerne les loges. Le nous, là, ça concerne les big pharma, le complexe militaire industriel, les grandes familles, les mondialistes. Donc, lorsque, très souvent, je le dis, quand je dis cela, je voudrais répondre à ce qu'on a l'habitude de se faire en conjecture sur par rapport à nos émissions, en réaction à ce que nous disons sur ce plateau. Parce qu'ils pensent que notre lutte ne concerne que les Africains. Nous avons lutté contre, nous avons mené une lutte, quand je dis nous, je ne parle pas des panafricanistes, nous avons mené une lutte dans le contexte du Covid-19, mais les réalités que nous vivons étaient les mêmes réalités partout dans le monde. Mais il a fallu que nous mettions sur la table certaines réalités pour ouvrir les yeux aux autres. Aujourd'hui, si les yeux des autres communautés, des autres peuples du monde sont ouverts par rapport à cette arnaque sanitaire, c'est du fait de notre fait, nous le disons avec beaucoup d'humilité. Et quand je l'ai dit, pour revenir dans notre thématique, je pense que ce que Washington est dans une dynamique de destruction de l'Afrique. Contrairement à ce que les gens pensent, Washington n'a jamais été l'ami de l'Afrique. Est-ce que par justement ces grandes décisions de Washington, on se rappelle d'ailleurs de cette loi LR 73-10 du côté justement de la Chambre des représentants, déposée d'ailleurs par un noir comme vous et moi, après également les propos de Ursula von der Leyen qui déclarait haut et fort que les Africains ne réfléchissent pas du tout, n'est-ce pas là une occasion qui nous est donnée de voir que derrière la France qui était sur le continent africain, c'était justement les États-Unis. Nous savons que, nous avons l'habitude de le dire, que la France n'est que le cheval de Troie. Oui. La preuve au Sahel, la preuve dans toutes les opérations extérieures menées par la France, elle n'est jamais seule. Il y a toujours elle donne l'impression d'être la locomotive, mais derrière, il y a quelques wagons qui sont aux couleurs soit de l'Union européenne, soit aux couleurs de l'OTAN. Lorsqu'on parle de l'OTAN, nous savons qui est derrière. Oui. En fait, nous avons affaire non seulement à des racistes primaires, parce que beaucoup d'entre eux assument d'ailleurs ces racismes primaires, d'autres par hypocrisie ne veulent pas l'assumer.
Mais il vous parle des droits de l'homme, il vous parle, n'est-ce pas, du droit international, comme je l'ai indiqué tantôt. Mais les événements au quotidien dans leur espace de vie nous démontrent, contredisent leur narratif, leur argumentaire, leur discours. Puisque nous parlons des États-Unis, quel est le statut des Noirs aux États-Unis? C'est-à-dire, est-ce que un sénateur américain, fut-il noir de peau, peut nous donner véritablement le véritable statut des Noirs aux États-Unis? C'est une réalité. La ségrégation raciale aux États-Unis est une réalité. Le racisme est une réalité. La xénophobie, c'est une réalité. Les crimes contre les Noirs aux États-Unis, c'est une réalité. La violence contre les violences contre les Noirs aux États-Unis, c'est des réalités. Donc, nous avons affaire à des racistes. C'est la même chose. Si nous allons sur le continent européen, ça ne fait pas longtemps. La France, le pays des droits de l'homme, de toutes les lumières que l'univers ait connues, nous voyons les policiers se comporter exactement comme aux États-Unis contre les Noirs, qui sont soit les Français d'origine africaine, soit les Afro-descendants. Nous voyons comment ils se comportent. Pourquoi est-ce que le ministre des Outre-mer n'est jamais un Noir du côté de la France, qui est justement le pays des droits de l'homme, des libertés et tout comme ça? Mais pourquoi est-ce que le ministre des Outre-mer n'a jamais été un Noir? C'est pourquoi c'est toujours un locodème. Parce que justement, il y a le discours, mais il y a la réalité. Donc, lorsque vous convoquez le personnage que vous appelez Ursula von der Leyen, c'est une raciste. Et elle assume. Donc, c'est un pied de personnage qui ne vaut pas la peine de faire l'objet de notre analyse. Mais par contre, ce qui est important de comprendre, c'est quoi? C'est qu'il y a une réalité aujourd'hui et qui a été démontée et inventée par la Russie du côté de l'Ukraine. C'est que désormais, et ce qu'ils refusaient de reconnaître, et doit être reconnu, c'est-à-dire qu'il y a désormais sur la planète Terre, il y a deux peuples. Au Sahel, nous avons une menace sécuritaire qui dure des années et qui est de leur fait, il n'y a pas eu autant d'engagement financier en termes de matériel militaire, en termes alimentaires et consorts, ou en termes diplomatiques, qu'en Ukraine. En moins de 6 mois, vous avez des centaines de milliards de dollars qui sont investis tant en matériel militaire, en matériel logistique, en matériel médical et consorts. Donc, on a compris que les enjeux sont ailleurs, mais par contre, le continent africain reste pour eux ce territoire du mépris, de la condescendance, de l'arrogance, mais surtout, pourvoyeur, comme je l'ai dit tout à l'heure, des matières premières. USA Initiative reconnaît d'ailleurs l'importance démographique croissante de l'Afrique, son poids à l'ONU, tout comme ses immenses ressources naturelles et opportunités. C'est ce qu'ils déclarent d'ailleurs dans ce qu'ils ont trouvé comme mot, USA Initiative. Est-ce que les Africains vont se laisser faire? Je pense que notre rôle, ce que nous faisons chaque matin, lorsque Dieu nous en donne, le vrai Dieu nous en donne la grâce, c'est justement de dire à la jeunesse actuelle de ne pas se distraire, de ne pas se laisser faire. Et nous sommes vraiment très satisfaits et contents de savoir que notre travail n'est pas vain. Au regard de ce qui se passe au Mali, au regard de ce qui se passe en Centrafrique, qui est désormais pour eux un très mauvais exemple et qu'il faut absolument dynamiter. On ne peut pas se laisser faire. Ils savent qu'on ne peut plus jamais se laisser faire. Pourtant, ils imposent justement que les Africains ne parlementent pas avec la Russie. Non, ils ne peuvent rien imposer du tout. Autrement dit, il n'y aurait pas eu, n'est-ce pas, les votes que j'ai convoqués tout à l'heure, lors des différentes résolutions qui ont été initiées par l'Union européenne contre la Russie. Ça veut dire qu'il y a un mouvement d'émancipation de l'Afrique, des Africains, qui est en marche et qui est réversible, comme je le dis. Ils ne peuvent rien nous imposer. D'ailleurs, j'ai l'habitude de le dire que la jeunesse d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui, en 2022.
J'ai également l'habitude de dire que désormais, on va établir le principe de réciprocité en tout point de vue. En termes de violence, en termes de mépris, en termes d'irrespect, en termes même d'inobjectivité. C'est important. Parce que c'est le seul langage qu'ils comprennent. Parce qu'avec eux, il faut utiliser le même langage. Lorsque le Mali se comportait comme un peureux, un poltron, comme un couard, on l'insultait. Paris l'insultait. Macron pouvait débarquer à Gao et demander à Ibeka de venir le saluer sur son propre territoire. Mais lorsqu'il y a eu cette révolution qui a été engagée par le peuple malien, avec l'arrivée des révolutionnaires qui y sont également établis, je pense qu'aujourd'hui, que l'attitude a changé. Et c'est ça qu'il faut imposer à ces criminels, irrespectueux du continent africain et des Africains, parce qu'ils ne valent rien sans les Africains. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, ils nous ont vanté leur richesse, leur abondance, avant la crise ukrainienne, mais aujourd'hui, ça coûte dans tous les sens pour éteindre le feu social qui est en perspective. C'est ça, n'est-ce pas, l'Europe, c'est ça l'Occident. C'est-à-dire, ils vous gavent d'impostures, de mensonges, de désinformation, de manipulation. Mais aujourd'hui, le roi est nu. Le roi est véritablement nu. Ça veut dire que c'est la Russie qui nourrissait l'Europe. Mais l'Europe méprise la Russie qui la nourrit. C'est quand même contradictoire, c'est un paradoxe. C'est la même situation qui se présente que vit l'Afrique vis-à-vis de ces criminels. C'est-à-dire que c'est l'Afrique qui nourrit l'Europe, l'Occident. Mais ils ont l'outrecuidance, l'arrogance, la prétention de manquer, de mépriser, n'est-ce pas, l'Afrique. Donc, dès lors, j'ai souvent l'habitude de le dire, que nous avons l'obligation de fermer nos frontières. On peut le faire. Et rien ne va arriver aux Africains. On ne mourra pas de faire contrairement à ce qui a été souvent dit. Le Covid-19 nous l'a démontré. Qu'on pouvait vivre sans le blé ukrainien, ni russe, qu'on pouvait vivre, n'est-ce pas, sans le vin français, sans le fromage français, qu'on pouvait vivre sans les OGM américains. Je pense que nous pouvons véritablement continuer dans cette dynamique. Malheureusement, comme j'ai l'habitude de le dire, nous avons de très mauvais dirigeants. Et c'est ça le problème de l'Afrique. Parlons justement de dirigeants, Albert Anatola, ici. Le 13 décembre prochain, l'administration américaine a convoqué les chefs d'État africains à un sommet américano-africain. Est-ce que ces chefs d'État iront d'ailleurs, les voix se lèvent depuis un bon bout de temps sur les réseaux sociaux, pour demander à ces chefs d'État africains de ne pas participer, on va le dire ainsi, à ce sommet du 13 décembre prochain? Mais ils vont courir ventre à terre. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je n'ai pas envie d'être naïf. Ils vont courir ventre à terre pour aller se faire insulter. Mais c'est en ce moment-là que les États-Unis vont justement imposer à ces États africains de ne pas commercer avec. Le véritable problème, c'est que les dirigeants, ils ont leur rapport personnel avec les criminels internationaux. Les peuples, je veux dire, les masses populaires n'ont aucun rapport personnel ni individuel avec ces criminels. Et je pense que les masses populaires doivent prendre leurs responsabilités. À l'égard des dirigeants africains qui vont aller pointer, vont aller vendre à terre, écouter ces choses qui ne cadrent ni avec notre environnement, ni avec nos réalités, ni avec nos besoins, ni avec nos problématiques. Parce qu'il faut aller s'asseoir, comme ce fut le cas il y a quelques années du côté de Dakar, où vous avez quelqu'un qui débarque de nulle part à de l'Hexagone pour vous insulter que l'Afrique n'est pas encore véritablement entrée dans l'histoire, alors que lui, le criminel, n'est-ce pas, ne connaît pas l'histoire de son propre pays et aucun dirigeant africain n'a pu réagir. Mais qu'est-ce que vous faites? Dans une dynamique de révolution, vous mettez ces dirigeants à la porte. Puisque c'est vous qui lui donnez le mandat, qui lui permet n'est-ce pas, d'honorer, je veux dire, ses rendez-vous presque personnels à l'extérieur. Lorsqu'il n'est pas capable, n'est-ce pas, de suivre la vision que vous lui demandez, dans le cadre du mandat que vous lui avez donné, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous le chassez. C'est aussi simple que ça. Les Maliens ont pris leur responsabilité dans ce sens. Les Burkinabés ont pris leur responsabilité dans le même sens.
ainsi que les Guinéens. Mais pourquoi est-ce que les gens ne le feraient pas? Il faut que cela... Moi, j'ai l'habitude de dire que dans le contexte de libération actuelle de l'Afrique, il faut encore multiplier les coups d'État. Ça peut choquer, mais c'est vrai que dans le contexte actuel de libération de l'Afrique, il faut faire des coups d'État contre certains dirigeants. Destituer ces dirigeants qui ne veulent pas écouter la voix de Absolument, absolument. Parce que nous préférons les militaires visionnaires, n'est-ce pas, aux démocrates qui n'ont aucune vision pour leur peuple. J'aime les démocrates, n'est-ce pas, les démocrates entre guillemets, qui n'ont aucune vision pour leur peuple. Vous pensez que ça me ferait du mal, de savoir que Ouattara était victime d'un coup d'État? Jamais. Ça me ferait pas du mal de savoir que M. Macky Sall a été victime d'un coup d'État, du tout. Parce que voilà donc des collabos, comme nous pouvons les appeler. Ce sont des collaborateurs. Ce sont des gens qui méritent des coups d'État. Donc, dans le contexte actuel de libération de l'Afrique, je pense que il faut saluer, il faut encourager les coups d'État. Dans les régimes qui ne comprennent pas que le peuple a besoin d'autre chose que des rapports, n'est-ce pas, paternalistes avec Paris, avec Washington, Bruxelles et les autres. Donc, c'est important et c'est vital n'est-ce pas, pour le continent africain. Merci à vous, Albert Anatola, ici d'avoir été des nôtres ce matin. C'est un plaisir. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste. Plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.